Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique consacrée à l'analyse psychiatrique des méchants de l'univers de James Bond. Pour cette chronique, je vais mener l'analyse psychiatrique de deux méchants de la saga en parallèle, en l'occurrence Karl Stromberg et Hugo Drax. Je procède ainsi car il existe de grandes similitudes dans les caractéristiques de ces deux personnages distants d'un film dans la saga. Ce sera également l'occasion de rendre hommage à Michael Lonsdale, tout récemment décédé. Concernant Karl Stromberg, vu qu'il n'apparaît pas dans les romans, je vais bien sûr m'axer sur l'interprétation de Kurt Jürgens dans L'espion qui m'aimait. Et concernant Hugo Drax, je ferai plusieurs références au roman, en plus de m'intéresser au personnage campé par Lonsdale dans le film, car le Drax du roman Moonraker est sensiblement différent de par son background et mérite qu'on s'y intéresse. Alors, qu'observe-t-on chez Stromberg et Drax, et qu'est-ce qui les rapproche? Ce sont deux personnages puissants et riches qui possèdent un empire considérable. Le Suédois Stromberg dans le domaine maritime et le transport de pétrole avec sa compagnie Stromberg Shipping Lines. L'Américain Hugo Drax dans le domaine de la conquête spatiale avec Drax Industries. Je dis américain car dans le roman, Drax est un Allemand qui se fait passer pour un Britannique après la guerre. Les deux hommes sont excentriques et mégalomanes et utilisent leur fortune pour poursuivre leur but, mais également pour s'offrir des caprices somptueux. Une base sous-marine pour Stromberg, un château dont chaque pierre a été importée de France jusqu'en Californie pour Drax. La résidence de Drax. Chaque pierre a été importée de France. Joli, non? Magnifique. Ils ont chacun une obsession, le monde sous-marin pour Stromberg, l'espace pour Drax. On note un autoritarisme et une psychorigidité qui ne sauraient souffrir la contradiction chez les deux bonhommes. Stromberg n'élève jamais la voix, mais n'en est que plus terrifiant pour ses subordonnés. Souvenez-vous de cette phrase lourde de sens et de menaces balancées au commandant du Liparus qui l'informe d'une mutinerie. Infiniment regrettable. J'ai donc bon espoir, commandant, que vous saurez vous épargner d'autres mésaventures. Qu'y a-t-il? Je dois vous informer de l'évasion de certains prisonniers. Infiniment regrettable. Notez bien toutefois, nous avons gardé le contrôle de la situation. Le centre opérationnel demeure inexpugnable. J'ai donc bon espoir, commandant, que vous vous épargnerez de nouvelles mésaventures. Drax n'élève guère la voix non plus, à une exception près, mais montre une perte de contrôle plus facile, lorsqu'il intime l'ordre à un Jaws hésitant d'expulser Bond et le docteur Goded. Requin, expulse-les. Requin, c'est à moi que tu obéis! En bref, si vous travaillez pour ces deux-là, Stromberg ou Drax, on sent qu'il ne faut pas se louper. Ça ne vous rappelle pas une certaine organisation dont le chef ne tolère pas l'échec? Tous deux se sentent investis d'une mission et pensent œuvrer pour le bien en détruisant une humanité qu'ils estiment décadente et corrompue, pour mieux la reconstruire ensuite. Les mots de Stromberg sont encore une fois éloquents en ce sens. Aujourd'hui, notre civilisation est corrompue et décadente. Inévitablement, elle court à sa perte. Je ne fais que accélérer ce processus. Et lorsque le major Amasova lui rétorque qu'il s'agit d'un génocide sur le plan mondial, il se drape dans une dignité pas vraiment feinte en répondant « Pour cela, major, je me remets au jugement de la postérité. » On note une cruauté plus présente chez Drax, qui ne lésine pas en termes d'ingéniosité pour tuer ses gêneurs et semble y trouver un certain amusement. Il tente d'assassiner Bond dans une centrifugeuse sabotée, il fait dévorer son assistante par des chiens, tente encore de tuer Bond en le jetant en pâture à un python ou en le faisant incinérer par les flammes de sa navette lorsqu'elle décolle. Sa phrase « Vous déjouez toutes mes tentatives pour vous offrir une mort amusante » est lourde de sens encore une fois. J'y vois là une dimension perverse.
qu'on observe aussi dans le plaisir qu'il éprouve à humilier le ministre britannique de la Défense qui pénètre masqué dans son bureau. Frédéric Gray, quelle surprise. Et que vous avez tous belle mine, le visage ainsi masqué. Vous m'en excuserez, messieurs, mais n'étant pas anglais, je trouve parfois que votre sens de l'humour est assez difficile à saisir. Concernant la notion de perversité, elle ne représente pas, selon moi, la composante principale de la personnalité de Drax. Donc je ne la développerai pas plus savant ici, elle fera cependant l'objet d'autres chroniques sur d'autres méchants. Stromberg semble plus dans l'utilitaire lorsqu'il assassine ou fait assassiner. Sans y prendre un plaisir de contemplation, quoique la scène où il fait exploser l'hélicoptère du docteur Beckman et du professeur Markovitz me fait mentir. Annulez le transfert de 20 millions de dollars. Prévenez leurs proches qu'un tragique accident a entraîné la mort du professeur Markovitz et du docteur Beckman. Les funérailles furent marines. Sauf lorsqu'il est dans la vengeance, comme lorsqu'il jette sa secrétaire qu'il a trahie au requin. C'est vous qui m'avez trahi. Vous aviez accès à toutes les sources d'informations. Maintenant, vous allez me le payer. Les éléments de persécution. C'est l'humanité tout entière qui persécute les deux hommes. Elle est laide et corrompue, ils se doivent de la faire disparaître. La persécution des deux personnages est aussi mise en évidence lorsqu'ils sont trahis par leurs subordonnés, un tel manquement ne pouvant être puni que par une mort atroce. Il est intéressant de noter que les deux choisissent de faire tuer une traîtresse en les faisant dévorer par un animal. Alors Stromberg et Drax, froideur du contact, mégalomanie, persécution, idée de grandeur, psychorigidité. Voilà encore deux superbes cas de paranoïa. Les deux individus sont persécutés et leurs ambitions doivent entraîner un impact dramatique sur l'humanité. Ils sont encore une fois comparables aux grands dictateurs de l'histoire, la comparaison étant encore plus évidente entre un Drax et un Hitler, les deux œuvrant pour une pureté de la race humaine. Rappelez-vous de la différence entre une structure de paranoïa et une paranoïa décompensée. La structure de paranoïa représente des traits de caractère inhérents à ce type de personnalité. La paranoïa décompensée, c'est la maladie déclarée. Étant donné l'ampleur des projets des deux hommes, je penche vers une paranoïa plutôt décompensée. Ce serait également le cas pour le Drax littéraire, dont le persécuteur désigné est l'Angleterre elle-même, à l'instar d'un Trevelyan, dont il cherche à détruire la capitale en manipulant sa patrie d'adoption, se faisant passer pour un pionnier et une chance pour celle-ci pour mieux la trahir ensuite. Je rappelle que le Drax des romans est un soldat allemand qui se fait passer pour un Britannique amnésique après la guerre, qui fait ensuite fortune et organise le lancement d'une fusée qu'il compte en réalité retourner contre Londres. Je rappelle également que les grands paranoïaques de la saga utilisent souvent un homme de main psychopathe pour les épauler. Stromberg et Drax ne font pas exception. Ils emploient d'ailleurs le même Jaws. La psychopathie de ce dernier se dément toutefois lors de son malheureux revirement à la fin de Moonraker. Vous aurez donc bien compris pourquoi j'ai mené cette analyse clinique conjointement entre Stromberg et Drax, qui à bien des égards se ressemblent, bien que campés par deux grands comédiens tous deux particulièrement charismatiques et élégants. Concernant notre Michael Lonsdale binational, qui vient de nous quitter, on peut dire que, comme tous les acteurs ayant participé à la saga, il a accédé à une forme d'immortalité. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Ciao!